Des brutes ont ôté la vie à sa fille. Elle n'avait aucune idée de la violence de sa riposte. Le soleil matinal filtrait à travers les petites fenêtres de l'appartement, tandis que Marc préparait le petit déjeuner pour sa fille Élise. L'odeur des œufs brouillés et des tartines grillées embaumait la modeste cuisine, pendant qu'Élise, une fillette de 12 ans aux yeux pétillants, était assise à table et relisait ses devoirs. Marc élevait Élise seule depuis que sa femme, Sophie, était décédée d'un cancer il y a 4 ans, et chaque instant passé avec sa fille lui était précieux. « Papa, on pourrait parler d'avoir un chiot ?» demanda Élise, entre 2 bouchées de pain grillé, ses yeux pleins d'espoir croisant les siens. « Tous mes copains ont des animaux, et je te promets que je m'en occuperai. Je le nourrirai, je le promènerai, tout. » Marc fit une pause, considérant sa requête. Leur petit appartement n'était pas idéal pour un animal de compagnie et son boulot dans le bâtiment couvrait à peine leurs dépenses. Mais en voyant l'expression sincère d'Élise, il sentit sa résolution faiblir. « On verra, ma chérie. Peut-être qu'on pourra visiter la SPA ce week-end et jeter un coup d'œil. » Le visage d'Élise s'illumina d'excitation alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. Après avoir terminé son petit déjeuner, Marc conduisit Élise à l'école Jules Ferry, lui rappelant d'être attentive en classe et de bien travailler. « Je viendrai te chercher à 16h30, dit-il en lui embrassant le front. « Reste avec tes copines et ne traîne pas toute seule. » Marc passa sa journée sur un chantier de construction à l'autre bout de la ville, manœuvrant de gros engins et participant à la construction d'un nouveau centre commercial. Le travail était physiquement exigeant, mais il était fier de créer quelque chose de durable. Alors que les nuages d'après-midi s'amoncelaient, il remarqua les prévisions météorologiques annonçant de fortes pluies et envoya un SMS à Élise. « Orage en approche. Rentre directement à la maison après l'école et attends-moi. » Élise reçut le message alors qu'elle jouait avec ses amies Léa et Chloé dans la cour de l'école. Les 3 filles avaient perdu la notion du temps, et il était déjà passé 16 heures. « Je dois y aller, » dit Élise en leur montrant le message. « Mon père s'inquiète à cause de la pluie. » Ses amis la raccompagnèrent jusqu'à la station de métro, bavardant avec enthousiasme de leur projet pour le week-end. « À lundi, » lança Léa alors qu'Élise montait dans le wagon. Le trajet jusqu'à chez elle durait généralement 20 minutes et Élise aimait regarder la ville défiler à travers les fenêtres. Elle se sentait grande en voyageant seule, même si Marc n'avait commencé à l'autoriser que récemment. Alors qu'Élise sortait de la station de métro, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elle accéléra le pas, relevant la capuche de sa veste alors que la bruine se transformait en une pluie battante. Les rues étaient presque désertes, la plupart des gens s'étant mis à l'abri à l'intérieur. Élise se hâta le long du chemin familier, ses pas résonnant sur le trottoir mouillé. Pendant ce temps, Marc terminait son service et rentrait chez lui, s'attendant à trouver Élise saine et sauve dans leur appartement. Lorsqu'il ouvrit la porte et ne trouva que le silence, l'inquiétude le saisit immédiatement. « Élise !» cria-t-il, vérifiant sa chambre, puis la salle de bain, puis chaque recoin de leur petit logement. Son sac à dos n'était pas près de la porte, et ses chaussures n'étaient pas à leur place habituelle. De plus en plus inquiet, Marc essaya d'appeler le téléphone d'Élise, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Il contacta la mère de Léa, qui l'informa qu'elles avaient laissé Élise à la station de métro il y a des heures. La panique s'installa alors que Marc attrapait ses clés et se précipitait vers la station, criant le nom d'Élise et demandant aux inconnus s'ils avaient vu une jeune fille aux cheveux bruns et à la veste bleue. La pluie continuait de tomber alors que Marc cherchait frénétiquement toute la nuit. Il contacta la police, déposant un signalement de disparition, mais ils lui suggérèrent d'attendre le matin, car Élise n'était portée disparue que depuis quelques heures. Marc ne parvint pas à dormir, passant toute la nuit à arpenter les rues et à appeler les hôpitaux. Le lendemain matin apporta des nouvelles dévastatrices. Un jogger avait aperçu quelque chose flottant dans le ruisseau des Lilas qui traverse le parc de la ville. L'inspecteur Henri Dubois et son partenaire, l'agent Martine Leroy,
arrivèrent sur les lieux pour enquêter. Alors qu'ils s'approchaient du bord de l'eau, le cœur de Dubois se serra. Le petit corps enveloppé dans une bâche en plastique était clairement celui d'un enfant. « Appelez le médecin légiste », demanda Dubois à Leroy à voix basse, « et vérifiez les signalements de disparition récents. » L'inspecteur estima que le corps était dans l'eau depuis au moins 36 heures et l'élimination délibérée suggérait un acte criminel. Lorsque Marc reçut l'appel de l'inspecteur Dubois, son monde s'écroula. À la morgue, il identifia le corps d'Élise à travers des larmes d'incrédulité et de rage. La jeune fille, pleine de vie, qui lui avait fait un câlin au revoir la veille, était maintenant froide et immobile sur une table en métal. Dubois interrogea doucement Marc sur les amis d'Élise, les ennemis potentiels ou les comportements inhabituels. Mais Marc ne pouvait que secouer la tête, confus. L'autopsie révéla l'horrible vérité que Dubois choisit de ne pas partager avec le père en deuil. Élise avait été agressée sexuellement par plusieurs agresseurs avant d'être tuée. Les preuves médico-légales suggéraient au moins 2 agresseurs différents, et la nature brutale des crimes indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire. De retour au commissariat, Dubois et Leroy passèrent en revue les images de vidéosurveillance de la station de métro et des environs. Ils repérèrent la dernière apparition d'Élise sur la caméra, notant sa sortie de la station et sa disparition subséquente du champ de vision. Plus important encore, ils identifièrent une camionnette blanche suspecte garée près de la station à l'heure où Élise aurait dû rentrer chez elle à pied. Des images améliorées révélèrent la plaque d'immatriculation de la camionnette et une vue partielle du conducteur. Le véhicule était enregistré au nom de Jérôme Garnier, un homme de 42 ans qui vivait dans la zone industrielle. Lorsque les détectives se rendirent à l'adresse de Garnier, ils le trouvèrent dans son allée, nettoyant agressivement l'intérieur de la camionnette. « Est-ce votre camionnette, monsieur Garnier ?» demanda Dubois, s'approchant prudemment. Jérôme sembla nerveux, ses mains tremblant légèrement. « Oui, mais je laisse parfois mon fils Kevin l'emprunter. Il a 19 ans, il vit ici avec moi. » Alors que Dubois examinait la camionnette de plus près, il remarqua quelque chose de métallique coincé entre les coussins du siège. C'était le téléphone d'Élise, et quand Jérôme vit Dubois le découvrir, son visage devint pâle. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là, » balbutia-t-il. Les détectives arrêtèrent Jérôme pour l'interroger, mais il insista sur le fait qu'il était au travail au moment de la disparition d'Élise. Son alibi fut vérifié, mais la présence du téléphone d'Élise dans sa camionnette était une preuve accablante. Sous la pression, Jérôme finit par admettre que son fils Kevin avait emprunté la camionnette ce soir-là. Kevin Garnier était un jeune homme perturbé avec des antécédents de petits délits et de consommation de drogue. Lorsque la police arriva chez son ami où il séjournait, elle le trouva dans un état de panique. 2 de ses amis, Maxime Lambert et Théo Moreau, étaient également présents et tous les 3 montraient des signes de consommation récente de drogue. Sous interrogatoire, la vérité émergea lentement. Kevin, Maxime et Théo circulaient dans la camionnette lorsqu'ils aperçurent Élise marchant seule sous la pluie. Dans leur état d'ébriété, ils prirent la décision impulsive de l'approcher. Ils attrapèrent Élise par derrière, la rendirent inconsciente et la conduisirent chez Théo pendant que ses parents étaient absents. Les détails de ce qui se passa ensuite étaient trop horribles pour que Dubois les partage avec Marc. Les 3 jeunes hommes avaient agressé Élise à plusieurs reprises pendant plusieurs heures, enregistrant leurs crimes sur le téléphone de Théo. Lorsqu'ils réalisèrent la gravité de leurs actes, ils paniquèrent et tuèrent Élise pour l'empêcher de les identifier. Son corps fut enveloppé dans du plastique et jeté dans le ruisseau à la faveur de l'obscurité. Marc, quant à lui, était rongé par le chagrin et la culpabilité. Il s'en voulait de ne pas avoir été chercher Élise à l'école, de lui avoir permis de prendre le métro seul, de chaque décision qui avait conduit à cette tragédie. Il se retrouva à emprunter la même ligne de métro qu'Élise, retraçant son dernier voyage et se torturant avec des scénarios de 6 seulement.
Au cours de l'un de ces pénibles trajets, Marc entendit un reportage télévisé dans le train concernant la découverte du corps d'Élise. Le journaliste mentionna que la police enquêtait sur l'implication de plusieurs suspects et que l'affaire semblait être liée à d'autres crimes similaires dans la région. Ce soir-là, Marc reçut un SMS inattendu du téléphone d'Élise. Son cœur s'emballa en lisant. « Votre fille a été tuée par Maxime Lambert et Théo Moreau. Maxime habite au 847 rue des Érables. Kevin Garnier était également impliqué, mais il a été arrêté. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. » Le message provenait de Kevin, qui avait fait sortir clandestinement le téléphone d'Élise du casier des preuves lors d'un bref moment de confusion au commissariat. Submergé par la culpabilité et la peur des représailles de ses amis, Kevin avait décidé d'informer anonymement le père d'Élise des autres auteurs. Marc fixa le message pendant un long moment, son chagrin se transformant en quelque chose de plus sombre. Il essaya d'appeler le numéro fourni pour Maxime Lambert, mais il n'y eut pas de réponse. Poussé par un besoin brûlant de réponse et de justice, Marc décida de se rendre à l'adresse mentionnée dans le message. Maxime Lambert vivait dans une maison délabrée de la banlieue avec sa mère célibataire qui travaillait de nuit dans un restaurant local. Lorsque Marc arriva, la maison était sombre, à l'exception de la lueur d'une télévision dans le sous-sol. Il trouva la porte d'entrée déverrouillée et entra silencieusement, le cœur battant d'anticipation et de rage. Dans le sous-sol, Marc découvrit Maxime assis devant un ordinateur, regardant nonchalamment la vidéo de l'agression d'Élise. Le jeune homme ne semblait absolument pas dérangé par ses actes, allant même jusqu'à rembobiner certaines sections et à rire. Marc regarda avec horreur et fureur Maxime revivre la torture de sa fille. Incapable de contenir plus longtemps sa rage, Marc s'avança dans la lumière. « C'est ma fille », dit-il doucement, sa voix tremblant d'émotion. Maxime se retourna brusquement, surpris. Il était plus petit que Marc ne l'avait imaginé, probablement pas plus de 17 ans, avec des cheveux gras et une peau marquée par l'acné. « Qui êtes-vous » demanda Maxime en essayant de fermer l'ordinateur portable. « Je suis le père d'Élise » répondit Marc en se rapprochant, « la fille que vous avez tuée. » Le choc initial de Maxime laissa place à l'arrogance. « Vous ne pouvez rien prouver, » ricana-t-il. « Je suis mineur. Même s'il m'attrape, je serai dehors dans quelques années. » Marc se jeta en avant, plaquant Maxime au sol. Ils se battirent violemment, renversant des meubles et se cognant contre les murs. Maxime était plus jeune et plus agile, mais Marc était alimenté par le chagrin et la rage. Le combat prit fin lorsque Marc saisit un tuyau métallique provenant d'un projet de construction sur lequel Maxime avait travaillé et le frappa avec, le tuant sur le coup. Respirant fortement, Marc se tenait au-dessus du corps de Maxime, ressentant un mélange de satisfaction et d'horreur face à ce qu'il avait fait. Il prit des photos de la scène avec son téléphone, puis fouilla l'ordinateur de Maxime à la recherche d'autres preuves. Ce qu'il trouva le rendit malade. Les vidéos d'Élise n'étaient pas les seules. Maxime avait enregistré des agressions sur au moins 2 autres jeunes filles, ce qui suggérait un schéma de comportement prédateur. Marc nettoya toute trace de sa présence, puis utilisa le téléphone de Maxime pour envoyer un message à Théo Moreau. « Je pars en déplacement pour livrer une voiture. Rendez-vous chez moi demain à minuit. Viens seul. » L'inspecteur Dubois arriva chez Maxime le lendemain matin après avoir reçu un appel de la mère du jeune homme. Elle avait trouvé le corps de son fils dans le sous-sol et était hystérique. Dubois remarqua immédiatement la violence de la scène et commença à recueillir des preuves. Lorsque Dubois examina l'ordinateur de Maxime, il découvrit les horribles vidéos d'Élise et d'autres victimes. Les images fournissaient des preuves claires des crimes et confirmaient l'implication de plusieurs auteurs. Dubois trouva également des preuves qui suggéraient que Marc avait été sur les lieux, notamment des empreintes digitales et des traces de son ADN. Les tentatives de contact avec Marc restèrent sans réponse, et lorsque les agents fouillèrent son appartement, ils trouvèrent des vêtements tachés de sang cachés dans le panier à linge. Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre de Marc,
mais il avait déjà disparu de ses lieux habituels. Théo Moreau fut arrêté au domicile de sa famille, où ses parents fortunés engagèrent immédiatement des avocats coûteux et commencèrent à élaborer une stratégie de défense. Ils firent valoir que Théo n'était qu'un adolescent confus qui avait été égaré par des criminels plus âgés et plus dangereux. Les parents semblaient plus préoccupés par leur réputation que par la gravité des crimes de leur fils. Au commissariat, Dubois rencontra les parents de l'une des autres victimes de Maxime, une jeune fille de 15 ans nommée Amélie qui s'était suicidée après avoir été victime de chantage de la part de ses agresseurs. Le père d'Amélie, Robert, était dévasté et en colère que le système judiciaire ait laissé tomber sa fille. « Ces garçons ont détruit ma petite fille », dit Robert à travers ses larmes. « Ils ont filmé ce qu'ils lui ont fait et ont menacé de le mettre en ligne si elle en parlait à qui que ce soit. Elle ne pouvait pas vivre avec la honte. » Dubois ressentit le poids de ces affaires non résolues, sachant que le système juridique prévoyait souvent des conséquences inadéquates pour des crimes aussi odieux. Il avait vu trop de jeunes délinquants recevoir des peines légères et retourner dans la société sans véritable réhabilitation. Marc, quant à lui, s'était caché dans une cabane isolée qu'il avait louée des mois plus tôt comme lieu d'évasion pour le week-end avec Élise. La cabane était située dans les montagnes, loin de la ville et difficile à localiser. Il passait ses journées à étudier les preuves qu'il avait recueillies, planifiant sa prochaine action contre Théo Moreau. Grâce aux informations provenant de l'ordinateur de Maxime, Marc apprit que Théo fréquentait un garage spécifique dans la zone industrielle, où lui et ses amis traînaient et travaillaient sur des voitures volées. Marc se rendit au garage, espérant y trouver Théo ou en apprendre davantage sur son lieu de résidence. Le propriétaire du garage, un homme bourru nommé Patrick, ne se montra pas coopératif au début. « Je ne sais rien à propos d'un certain Théo », insista-t-il, mais Marc pouvait voir la peur dans ses yeux. Après une certaine persuasion impliquant un paiement important en espèces, Patrick révéla que Théo avait utilisé le garage comme base pour diverses activités illégales. « Il amène des filles ici », admit Patrick à contre-cœur. « Des jeunes, je lui ai dit d'arrêter, mais il a menacé de brûler l'endroit si je disais quoi que ce soit à qui que ce soit. » La colère de Marc s'intensifia alors qu'il réalisait l'ampleur du comportement prédateur de Théo. Il montra à Patrick une photo d'Élise, et le visage de l'homme devint pâle. « Oui, je l'ai vue. Elle était là il y a environ une semaine. Théo l'a enfermée dans l'arrière-salle pendant des heures. » Incapable de contrôler sa rage, Marc attrapa Patrick par la chemise et exigea de savoir où se trouvait Théo maintenant. Dans la lutte, l'arme de Patrick tomba de son étui, et dans le chaos, elle se déchargea, blessant l'un des autres mécaniciens à la jambe. L'homme blessé cria de douleur et de peur, suppliant Marc de ne pas lui faire plus de mal. « Théo a un endroit près de l'ancien quartier des entrepôts, » halta-t-il. « Bâtiment 47 sur l'avenue industrielle. Il s'y cache depuis que son ami a été tué. » Marc quitta rapidement le garage, sachant que la police serait appelée bientôt. Il se rendit dans le quartier des entrepôts, un labyrinthe de bâtiments abandonnés et de terrains vagues qui offrait une couverture parfaite pour les activités criminelles. À la cabane, Marc avait été aidé par une femme nommée Carole, qui vivait dans une maison voisine et l'avait reconnu grâce au reportage. Au lieu de le dénoncer, elle avait décidé de l'aider après avoir appris la mort d'Élise. Carole avait perdu sa propre fille à cause d'un chauffard il y a des années et comprenait la douleur de Marc. « Je sais ce que vous traversez », lui dit-elle en lui apportant de la nourriture et des provisions. « Le système a aussi laissé tomber ma fille. L'homme qui l'a tuée a écopé de 2 ans de prison et a été libéré en 18 mois. » Carole aida Marc à planifier son approche pour trouver Théo, en utilisant sa connaissance de la région et ses relations avec des personnes qui évitaient les forces de l'ordre. Elle lui fournit également une arme, affirmant qu'elle avait appartenu à son défunt mari. L'inspecteur Dubois, quant à lui, avait suivi les mouvements de Marc jusqu'au garage et avait interrogé le mécanicien blessé. La description de l'état d'esprit de Marc par l'homme inquiéta Dubois, qui réalisa que le père en deuil devenait de plus en plus dangereux et imprévisible.
Dubois découvrit également que Théo Moreau utilisait le quartier des entrepôts comme cachette et il se coordonna avec d'autres agents pour fouiller la zone. Ils trouvèrent des preuves de la présence de Théo dans plusieurs bâtiments, notamment des zones de couchage improvisées et des biens volés. Marc finit par retrouver Théo dans un hôtel à la périphérie de la ville, où le jeune homme séjournait avec une fille qui semblait encore plus jeune qu'Élise. Lorsque Marc les vit ensemble, sa rage atteignit un point de rupture. Il attendit sur le parking de l'hôtel jusqu'à ce que Théo émerge seul, puis il le confronta directement. Théo était arrogant et dédaigneux, ne montrant aucun remords pour ses actes. « Votre fille l'avait cherché », railla-t-il. « Elle nous a pratiquement supplié de lui donner une leçon. » Marc frappa Théo avec son poing, et ils se battirent violemment sur le parking. Théo était fort et vicieux, mais Marc était poussé par le chagrin et la fureur. Lorsque Théo essaya de s'enfuir sur sa moto, Marc tira sur le pneu avant, ce qui fit chuter Théo. L'inspecteur Dubois arriva à l'hôtel au moment où Théo tentait de s'échapper dans les bois voisins. Dubois poursuivit les deux hommes, appelant des renforts, alors que la poursuite se déplaçait à travers des arbres denses et des broussailles. « Arrêtez de courir, Marc !» cria Dubois. « Cela ne ramènera pas Élise. » Marc s'arrêta, se tournant pour faire face à l'inspecteur. « Ils ont détruit ma fille, dit-il, sa voix brisée. Ils l'ont filmée, ils en ont ri, et ils s'en seraient tirés. Le système les protège parce qu'ils sont des enfants, mais qu'en est-il de mon enfant ?» Dubois comprenait la douleur de Marc, mais ne pouvait pas autoriser la justice privée. « Je sais que le système n'est pas parfait, dit-il prudemment, mais ce n'est pas la solution. Laissez-nous nous occuper de Théo. Laissez les tribunaux décider de son sort. » Les tribunaux? Marc rit amèrement. Ils lui donneront quelques années dans un centre de détention pour mineurs, peut-être des travaux d'intérêt général. Il sera libre avant qu'Élise n'ait terminé ses études secondaires. Théo avait écouté leur conversation tout en se cachant derrière un arbre. En désespoir de cause, il bondit et essaya de plaquer Marc, espérant s'emparer de l'arme. Dans la lutte, l'arme se déchargea, atteignant Théo à la poitrine. Dubois sortit sa propre arme et tira, atteignant Marc à l'épaule et le faisant lâcher l'arme. Les deux hommes tombèrent au sol, Théo mortellement blessé et Marc handicapé mais vivant. Alors que les sirènes approchaient, Dubois s'agenouilla à côté de Marc qui saignait mais était conscient. « Je suis désolé pour Élise, » dit Dubois doucement. « Je le suis vraiment. Elle méritait mieux que ce qui lui est arrivé. » Marc leva les yeux vers l'inspecteur, ses yeux remplis de larmes et de résignation. « Je voulais juste qu'il paie pour ce qu'ils lui ont fait. Je voulais qu'il souffre comme elle a souffert. » Théo Moreau mourut sur les lieux de sa blessure par balle. Kevin Garnier fut reconnu coupable d'enlèvement, d'agression sexuelle et de meurtre, et condamné à 25 ans de prison. Marc fut accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 1 an plus tard, l'inspecteur Dubois rendit visite à Marc en prison. Le père en deuil avait considérablement vieilli, ses cheveux étant désormais complètement gris et son visage marqué par le poids de ses actes. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans le parloir, parlant doucement d'Élise et de l'affaire qui avait consumé leur vie. « Je pense à elle tous les jours, » dit Marc, sa voix à peine audible. « Je rêve d'elle, de la vie qu'elle aurait dû avoir, l'université, une carrière, peut-être des enfants un jour. » Dubois hocha la tête, comprenant la profondeur de la perte de Marc. « J'ai aussi une fille, » admit-il. Elle a à peu près l'âge d'Élise. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. Le plus dur, c'est de savoir que je l'ai laissée tomber, continua Marc. J'étais censé la protéger et je l'ai laissée tomber. Puis, je l'ai laissée tomber à nouveau en devenant un meurtrier. Dubois étudia l'homme en face de lui, ne voyant pas un monstre mais un père détruit par le chagrin et l'échec de la justice. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste, » dit-il finalement. Je ne peux pas l'approuver, mais je le comprends. Alors que Dubois quittait la prison, il réfléchit à l'affaire qui avait changé sa perspective sur la justice et la vengeance. La mort d'Élise avait déclenché une chaîne d'événements qui avait détruit plusieurs familles et soulevé des questions sur l'adéquation du système juridique à protéger les membres les plus vulnérables de la société.
Le quartier des entrepôts où Théo s'était caché fut finalement démoli et remplacé par un parc commémoratif. Une petite plaque près de l'entrée était dédiée à Élise et aux autres victimes de crimes violents, servant de rappel du coût humain de telles tragédies. Marc passa ses dernières années en prison, ne demandant jamais de libération conditionnelle ou de recours. Il utilisa son temps pour conseiller les autres détenus sur les conséquences de la violence et l'importance de trouver des solutions pacifiques au conflit. Son histoire devint un récit édifiant sur le pouvoir destructeur de la vengeance et la nécessité d'une réforme du système judiciaire. L'inspecteur Dubois poursuivit sa carrière dans les forces de l'ordre, emportant avec lui les leçons tirées de l'affaire Élise dans chaque enquête. Il devint un défenseur des droits des victimes et s'efforça d'améliorer le traitement des jeunes délinquants, espérant prévenir de futures tragédies. Le souvenir d'Élise resta vivant dans le cœur de ceux qui la connaissaient, une lumière vive, éteinte trop tôt par l'obscurité de la cruauté humaine. Sa mort avait suscité des modifications des lois locales concernant la criminalité juvénile et la protection des victimes, garantissant que son héritage serait celui d'un changement positif plutôt que d'une simple tragédie. En fin de compte, le cycle de la violence avait fait de multiples victimes, laissant derrière elle une communauté à jamais transformée par le dernier voyage d'une petite fille rentrant chez elle sous la pluie.